Donc, je dois vous dire que je suis très contente aujourd'hui d'être parmi vous et de vous voir tous ici réunis. On attendait cette journée avec impatience. Et à la même occasion, je dois remercier aussi Dr Bellarbi parce qu'elle a présenté une partie de ma présentation. Voilà. Donc, je vais vous parler des actualités concernant la radiothérapie interne vectorisée dans les tumeurs neuroendocrines. Donc, comme vous le savez tous, les tumeurs neuroendocrines, c'est un groupe très hétérogène, allant d'une simple tumeur bien différenciée à une tumeur peu différenciée et très agressive. Elles sont rares, généralement à révélation tardive, souvent métastatiques, et dont l'incidence est en augmentation, comme l'a montré le docteur Bellarbi. Le siège, c'est le long du tractus digestif, de l'œsophage au rectum, en passant par le thymus et les branches des poumons. Les plus fréquentes sont les tumeurs gastro-entéropancréatiques qui représentent 60 à 70% des cas. Et nous avons aussi, dans 25% des cas, des tumeurs bronchopulmonaires. Leur spécificité, c'est leur surexpression des récepteurs à la somatostatine dans 80 à 100% des cas. C'est un marqueur d'imagerie et qui a été utilisé au même moment pour la thérapie. Donc, le principe de la theranostique a été abordé en long et en large avec mes collègues. Il faut juste, j'aime bien cette phrase qui dit « bien visualiser, c'est bien traiter ». Et d'où la nécessité d'avoir de bons marqueurs pour pouvoir imager ces tumeurs et les traiter par la suite. Pour l'imagerie des TNE, je n'aborderai pas l'imagerie conventionnelle parce qu'actuellement pour la theranostique, on utilise surtout la TEP. Et la TEP, c'est une imagerie hybride qui va nous permettre d'avoir une imagerie fonctionnelle et avec une imagerie, puisque nos machines sont dotées d'un scanner low-dose, et avec un système de fusion, nous allons avoir la fonctionnalité de l'image pathologique et son siège précis. Parmi les radiopharmaceutiques qu'on utilise, le chef de file, c'est bien évidemment les analogues à la somatostatine, et vous comprenez pourquoi, puisque c'est des tumeurs qui surexpriment ces récepteurs. Et on a d'autres. On a le 18-FDG, qui est un analogue du glucose. Il n'est pas spécifique pour ce type de tumeur, mais qui est indiqué dans le cas où le KI67 est supérieur à 10%, donc pour les tumeurs peu différenciées. Nous avons aussi le 18F-DOPA, qui est un analogue à des acides aminés et qui est utilisé en général pour la localisation des insulinomes de l'enfant et du nourrisson dans le diagnostic et le récidive de certaines maladies résiduelles qui ne fixeraient pas les analogues à la somatostatine. Donc on voit ici la biodistribution du radiopharmaceutique. Il y a l'hypophyse qui fixe de façon faible à modérée, on a la thyroïde, parfois les glandes mammaires, mais de façon faible. On a les voies d'élimination qui sont les voies excrétrices. On a la rate, le foie, la vésicule biliaire et bien sûr le tractus digestif. Pour l'interprétation des images, nous avons le score de Krenning qui dépend de la fixation hépatique. Soit on a le score 0, donc il n'y a pas de fixation. On a le score 1, on a une fixation qui est inférieure à celle du foie. Le score 2, qui est supérieur ou égal à celle du foie. Le score 3, qui est supérieur au foie mais inférieur à la rate. Et le score 4, supérieur à la rate. Concernant cette imagerie, nous avons des faux positifs et des faux négatifs comme tous les examens de médecine nucléaire. Donc pour les faux positifs, comme il s'agit d'un tractus digestif, le docteur Atiyah, il a bien expliqué qu'il y avait un certain péristaltisme qui peut fausser l'imagerie. Il y a aussi les pathologies où la tumeur ne surexprime pas ses récepteurs. La vésicule biliaire dans cas d'inflammation, lorsqu'il y a une rate accessoire, donc il faut faire attention, il faut regarder bien et interpréter le scanner. Une chirurgie récente entre 6 à 8 semaines qui peut être à l'origine de phénomènes inflammatoires, et bien évidemment la radiothérapie dans les phénomènes inflammatoires peut durer plusieurs années. Et d'où l'intérêt de travailler en collaboration avec les cliniciens et d'avoir le maximum de renseignements cliniques, biologiques et bien évidemment radiologiques. Concernant les faux négatifs, toujours le problème de la taille tumorale, de la présence de la nécrose ou de la faible surexpression. Donc là, on voit
pourquoi on est passé de l'imagerie conventionnelle à l'imagerie TEP. C'est clair que la TEP détecte beaucoup plus de foyers pathologiques que la scintigraphie à l'octréoscan, aux somatostatines, aux analogues à la somatostatine. Donc on voit ici aussi l'intérêt du F-DOPA lorsque les imageries à la somatostatine sont négatives. Concernant les indications à visée diagnostique à la recherche d'un primitif, pour confirmer le caractère neuroendocrine de la tumeur dans le cadre de bilans d'extension et de la sélection des patients candidats au traitement par les analogues à la somatostatine. Dans le cadre thérapeutique, c'est la recherche de critères d'opérabilité d'une tumeur neuroendocrine. Concernant le suivi, nous avons la recherche de la récidive et l'évaluation de l'efficacité thérapeutique, et bien évidemment dans le cadre de la recherche. La PRT. Donc, c'est de la radiothérapie interne vectorisée qui va utiliser le radionucléide avec un vecteur qui est dans ce cas-là des peptides. Ce sont les analogues à la somatostatine. Ce complexe va spécifiquement se fixer au niveau des récepteurs exprimés à la surface des cellules tumorales. Quel serait le radiopharmaceutique idéal? Étant donné que le radiopharmaceutique il est formé de deux entités, une entité radioactive et une entité froide qui est les analogues à la somatostatine. Pour le radionucléide, il lui faut, comme tous les radiopharmaceutiques utilisés en thérapie, une demi-vie qui est assez longue, mais courte, pas trop longue pour qu'il n'y ait pas de problème de dosimétrique, mais assez longue pour traiter. Qu'il y ait une émission bêta ou alpha pour le traitement dans l'énergie est modérée à élevée. Si possible, qu'il y ait aussi une détection gamma pour l'imagerie. Il faut qu'il y ait une possibilité de production à grande échelle et bien sûr l'utilisation dans la théranostique. Il ne faut pas oublier aussi dans le traitement, il faut qu'on ait une cible. Par exemple, une tumeur qui surexprime de façon importante le récepteur, par exemple dans ce cas-là à la somatostatine, et que cette surexpression, elle est minime au niveau du tissu sain, qu'il y ait une rétention prolongée lors de l'injection du radiopharmaceutique au niveau tumoral, et qu'il y ait aussi une stabilité in vitro et in vivo. Le premier radionucléide qui a été utilisé, c'était l'yttrium 90, et actuellement, s'il a été, si on peut dire ça, détrôné par le lutetium 177, mais il y a d'autres radiopharmaceutiques qui sont en développement, notamment des radiopharmaceutiques émetteurs d'alpha, et on parle même actuellement des électrons dosés. Donc on voit sur le plan énergétique, le lutetium 177, il a une énergie qui est moins faible que celle de l'yttrium et qui est assez adaptée. Le choix entre les deux, ça se joue sur le volume tumoral ou la taille de la tumeur. Le Lutathera, c'est le seul radiopharmaceutique actuellement qui a l'AMM pour le traitement des tumeurs neuroendocrines. Et une fois injecté, il va se fixer au niveau de la cellule tumorale, au niveau des récepteurs qui se retrouvent au niveau de la membrane tumorale. Il va être internalisé, puis il va émettre ses rayonnements pour détruire la cellule. On ne peut pas parler de la thérapeutique sans parler des effets radiobiologiques. Qu'en est-il de nos connaissances actuelles? Ce qu'on connaît actuellement, c'est la réponse tumorale et bien évidemment la toxicité du traitement. Mais ce qu'on doit développer, ça va être les différents radionucléides, la dosimétrie et les combinaisons avec d'autres traitements. Il y a certains facteurs qui vont influencer la réponse thérapeutique, entre autres la qualité du rayonnement, certains paramètres intrinsèques à la cellule tumorale et le micro-environnement. J'ai bien aimé cette image que j'ai empruntée du dernier congrès ENET de 2024. On voit pour choisir entre les deux rayonnements, est-ce que c'est un rayonnement bêta ou alpha? Le rayonnement bêta, c'est comme si on tirait avec un revolver, donc il va émettre de l'énergie le long de son trajet qui est plus long. Et les rayonnements gamma, c'est comme si on tirait avec un canon. Donc le choix est décidé en fonction de la tumeur qu'on veut traiter et donc de la taille. Parmi les paramètres intrinsèques cellulaires, c'est la réponse
on nous a toujours enseigné que pour une même dose, les tissus ne répondent pas de la même façon. Il y a certains qui sont plus sensibles que d'autres. Elle est aussi dépendante du cycle cellulaire, du niveau d'oxygène et de la dédifférenciation. Le paramètre qui me paraît très important aussi, c'est la surexpression des récepteurs à la somatostatine. On voit bien que ces récepteurs à la somatostatine peuvent être différents d'un patient à un autre, d'où la personnalisation du traitement. Et on voit ici, la deuxième image en dessous, l'importance quand on a une surexpression aux analogues à la somatostatine, après traitement par radiopharmaceutique, ça se nettoie et donc la tumeur est détruite. Comment on peut améliorer cet effet biologique? Bien évidemment, il faut avoir un meilleur radionucléide possible, selon les propriétés physiques qu'on a citées tout à l'heure, qu'il y ait une dosimétrie adaptée et il faut améliorer les ligands. Concernant les paramètres intrinsèques et le micro-environnement tumoral, il faut augmenter le niveau d'expression de ces récepteurs. La combinaison actuellement, il y a plusieurs papiers qui apparaissent pour combiner la radiothérapie interne vectorisée avec d'autres thérapies et aussi les agents modulateurs de l'ADN. Donc le premier essai concernant ces tumeurs neuroendocrines, c'est le NETTER-1 qui a concerné le traitement des tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêle. Donc ça a concerné les tumeurs neuroendocrines grade 1 et 2, bien différenciées, inopérables ou métastatiques. La survie était estimée à plus de 3 mois et ce traitement a été préconisé en seconde ligne après échec au traitement à la somatostatine froide. Les patients étaient éligibles lorsque le score de Krenning était supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que la fixation tumorale était supérieure ou égale à celle du foie. Et la décision ne peut être que multidisciplinaire. Donc ce protocole, il a collégé 229 patients métastatiques. Dans un premier bras, il y a eu le lutécium dodatate et dans une dose de 7,4 gigabecquerels toutes les 8 semaines. Donc, ils ont reçu 4 cures avec un octréotide à action prolongée en IM. Et le deuxième bras, les patients, ils n'ont reçu que l'octréotide à action prolongée. Et les critères d'évaluation, le critère principal, c'était la survie sans progression. Et les critères secondaires, c'était le taux de réponse objectif, la survie globale, la sécurité et le profil des effets secondaires. Sans surprise, il y a eu une amélioration sur la progression la survie sans progression, la qualité de vie et la diminution des symptômes. La toxicité était limitée et généralement elle était maîtrisée. Donc, selon cette étude qui a été publiée par l'ASCO en 2021, il y a eu une réduction de 79% des risques de progression et de décès chez les patients traités par le lutécium. La survie sans progression était significativement plus élevée que le bras contrôle. La toxicité du traitement était limitée et contrôlable. Il y avait une amélioration clinique statistiquement significative, mais il n'y avait pas une différence sur la survie globale. Aucun cas de toxicité hématologique n'a été mentionné dans cet essai. Donc, mais à ce stade-là, il restait à clarifier certains points, tels que la dosimétrie, les critères d'évaluation de la réponse, le positionnement de ce traitement dans l'algorithme thérapeutique. Le NETTER, suite à cette étude, il y a eu des recommandations de l'ESMO qui utilisaient comme seconde ligne en cas de syndrome carcinoïde chez les patients avec une scintigraphie positive à la somatostatine. Et aussi, il y a eu le guideline qui propose le lutécium en seconde ligne toujours pour les groupes 1 et 2 avec un KI qui est soit inférieur à 10 ou bien compris entre 10 et 15 pour le groupe 2, pour le grade 2, pardon.
Étant donné que le NETTER-1 n'avait pas inclus les tumeurs pancréatiques, il y a eu un essai français qui, cette fois-ci, s'est intéressé aux tumeurs neuroendocrines pancréatiques. Et l'objectif de cette étude était de comparer l'efficacité et la tolérance de cette thérapie par rapport à l'octréotide froid. Par rapport au sunitinib, chez des patients ayant des tumeurs du pancréas, bien différenciées, progressives, non résécables. Et on voit, on a eu 84 patients de grade 2 et 3 avec un KI supérieur à 30, mais qui ne dépasse pas, plutôt supérieur à 10, et avec une atteinte hépatique de plus de 25%, et une chimiothérapie déjà traitée par chimiothérapie. Donc on voit qu'il y a eu une amélioration sur la progression, sur la survie sans progression à 12 mois dans 80% des cas, contrairement au sunitinib, elle était à 42% des cas. Et après cette étude, il y a eu la proposition de l'utiliser dans ce type de pathologie et même de le proposer pour les tumeurs pancréatiques non fonctionnelles et qui peut être utilisé en première ligne au lieu de la deuxième ligne. Suite à ces résultats encourageants, il y a eu le deuxième essai qui est le NETTER-2 qui est en phase 3 et sans surprise, il a bien évidemment confirmé les résultats du NETTER-1 avec une survie sans progression qui est de 72%. On a eu 72% de réduction de risque de progression et de décès et avec une meilleure survie sans progression par rapport au bras contrôle. Actuellement, on essaye d'optimiser l'effet de la rive. Il y a eu une étude en utilisant la chimiothérapie. C'est le premier essai randomisé qui a permis de confirmer l'effet durable lorsqu'il y a les deux avec la capecitabine et le temozolomide. Et la toxicité hématologique, elle a été notée uniquement dans les tumeurs du Graal et aucune par rapport aux tumeurs neuroendocrines pancréatiques. Il n'y avait pas eu de toxicité rénale. Donc les conclusions de cet essai, c'est de confirmer l'effet de ce traitement pour les tumeurs pancréatiques. D'ailleurs, on voit qu'il y a une réponse là, entouré de 77% comparativement au bras de chimiothérapie. On pense aussi à, c'est des essais qui sont monocentriques en général, c'est l'utilisation de lutetium comme traitement néoadjuvant et c'est une étude qui a porté sur 31 patients. Celle-là, elle est multicentrique en phase 2. Les critères d'éligibilité, c'est des tumeurs qui sont de plus de 4 cm, des métastases de voisinage, une ou plusieurs. Le KI doit être supérieur à 10%, qu'il y ait une invasion vasculaire et une atteinte hépatique unique avec atteinte ganglionnaire. Les critères d'évaluation, c'était la morbidité et la mortalité post-opératoire. Et secondaire, c'était les réponses récistes radiologiques. Donc, pour la résection, il y a eu 28 sur les 29 patients. Et la réponse radiologique, elle était chez 17 patients, donc qui correspondait à 59% des malades. Il n'y a pas eu de cas de mortalité. La morbidité avec une complication sévère, c'était dans 24% et c'était la fistule pancréatique post-opératoire qui était la plus fréquente. On a aussi utilisé le lutécium dans le retraitement ou le traitement de sauvetage. C'est l'étude française, c'est le RELUT. C'est une évaluation d'un schéma de retraitement avec le lutétéra qui présente une nouvelle chez les patients qui ont présenté une nouvelle progression par imagerie positive à la somatostatine. Donc c'était 2 cycles avant le traitement, c'est des patients qui avaient reçu 2 cycles, et puis on a rajouté 2 autres cycles à 7,4 gigabicrel à 8 semaines d'intervalle. Et aucun traitement, c'était juste la surveillance active. L'objectif, c'est de donner de nouvelles recommandations et de prouver que 4 cycles, en cas de récidive, malgré qu'on ait eu 2 cycles, étaient plus efficaces que 2.
Et l'impact était négatif sur la sécurité. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'effets secondaires. Et donc, elle permet de prolonger et d'améliorer la qualité de vie de patients. Donc, comme la plupart des articles concernés, surtout les tumeurs neuroendocrines digestifs, les gens aussi se sont penchés sur les tumeurs neuroendocrines bronchiques. Il y a eu une panoplie d'essais, mais on retrouve surtout l'intérêt est porté sur les tumeurs digestifs. Et donc, selon le guideline de l'ENET 2016, on peut utiliser la RIV lorsqu'on a un syndrome carcinoïde en cas de tumeur bronchique neuroendocrine et dans le cadre des lymphomes carcinoïdes typiques, et elle est utilisée en dernier recours. Concernant l'ESMO, on a la radiothérapie interne vectorisée est utilisée en cas de cancer métastatique ou un carcinoïde thymique en deuxième position, bien évidemment avec une imagerie toujours positive aux analogues à la somatostatine, et elle est utilisée en cas de syndrome carcinoïde lorsque l'imagerie est positive. Donc, c'est quoi les attitudes futures des médecins nucléaires? C'est d'essayer, et des oncologues, c'est d'essayer d'optimiser cette thérapie. Ça a été dit tout à l'heure qu'il y avait une enzyme catalytique qui est activée après un dommage de l'ADN post-radiation, et il va jouer un rôle important dans la réparation de cette dernière lorsqu'on a une cassure à simple brin. Et l'intérêt, c'est d'utiliser les inhibiteurs de cette PRP pour optimiser l'effet des radiations. Et on a la deuxième, c'est le gène DNPK qui intervient dans la résistance au traitement par radiation. Et donc la perte ou l'inhibition de ce gène va entraîner chez la souris une réduction de la survie cellulaire tumorale. Et par conséquent, l'utilisation de ces inhibiteurs vont permettre une action plus appropriée du rayonnement. Aussi, les nouvelles recommandations, c'est de développer de nouveaux ligands. Le premier qui a été utilisé, c'est l'odotatate. Actuellement, on a 2 essais cliniques. Les plus connus actuellement, ce sont l'essai clinique Compose et Compete. Nous n'avons pas actuellement les résultats, mais ce sera dans une année ou deux qu'on aura les résultats finaux de cette étude. On a d'autres radiopharmaceutiques qui sont utilisés pour essayer d'augmenter l'uptake tumorale. Ici, on voit les différents essais actuels. Comme Compose et Compete, les résultats seront publiés en 2026-2029. Et on voit aussi l'utilisation du plomb 212, qui est un émetteur alpha qui est à l'essai et dont les résultats, normalement, ont été publiés en 2023. Il y a aussi un autre chapitre, c'est les nouveaux radionucléides. On cherche toujours à améliorer l'effet thérapeutique. Et on voit aussi qu'actuellement, les équipes de médecine nucléaire s'intéressent à l'électron Auger pour essayer d'optimiser le traitement par la RIV. Comme pour le radionucléide, il faut qu'on ait une cible idéale. Et donc, il y a plusieurs cibles sont à l'étude à type de glucagon-like peptide 1 receptor, comme le GIP-R, le PFAP et aussi l'intégrine et la gastrine. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que le traitement par le lutécium ne peut être décidé que par le médecin nucléaire ou l'oncologue ou le chirurgien. Il faut une multidisciplinarité. La sélection doit être basée sur les caractéristiques du patient et de la tumeur afin d'obtenir la réponse la plus optimale possible. Il est important aussi de comprendre les mécanismes radiobiologiques sous-jacents à cette thérapie pour prédire avec précision la dose-réponse au traitement. La nécessité d'une imagerie morphofonctionnelle adaptée. Et actuellement, le gold standard, c'est le lutécium aux analogues à la somatostatine. Et seul le Lutathera qui a l'AMM.
On a constaté que les évidences des résultats sont obtenues à base des résultats de ces différents essais, NETER 1, 2 et d'autres. Et on a un effet manifeste sur la survie sans progression, sur la qualité de vie et aussi sur l'amélioration des symptômes cliniques avec une toxicité, notamment hématologique, qui est limitée et contrôlable. Il faut qu'il y ait d'autres études pour avoir un meilleur radiopharmaceutique et l'optimisation de la radiothérapie interne vectorisée doit être obtenue en utilisant d'autres agents pour permettre une meilleure survie, surtout globale, et sans progression. Et il ne faut pas oublier, surtout pour les médecins nucléaires, l'étude dosimétrique. Et je vous remercie pour votre attention.